à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre sujet du jour consacré à la régulation des émotions au service de la gestion des conflits. Alors chez Previa, nous sommes convaincus que les émotions font partie intégrante de la vie d'une entreprise puisque nous ne démarrons pas la journée de travail en étant dénués de toute émotion. Alors on le sait également, le travail peut à la fois générer des émotions dites agréables, comme la joie, et d'autres perçues comme plus désagréables, comme de la colère. Alors justement, quand les émotions dites désagréables s'invitent, celles-ci peuvent être à l'origine de conflits qui auraient pu être évités ou accompagnés différemment. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne Courvasier, qui est experte en problématiques sociales au travail et intervenante en entreprise pour Prévia. Bonjour Anne. Donc Bonjour peux-tu s'il te Clémentine, plaît te présenter en quelques mots et nous partager ton intérêt pour le sujet du jour? avec plaisir. Donc, je suis formatrice consultante sur les problématiques sociales au travail, c'est-à-dire que j'interviens sur la prévention des addictions en entreprise, j'interviens sur la prévention des risques psychosociaux, la gestion du stress, comment mettre en place une procédure harcèlement en interne, la cohésion d'équipe, communiquer avec bienveillance entre nous. Voilà et mon intérêt pour le sujet du jour, ça fait quand même plus de 12 ans maintenant que j'accompagne des entreprises et que j'anime des formations et quelle que soit la thématique, j'ai toujours des questions qui sont posées, j'ai du mal à gérer mes émotions, comment je peux faire pour, face aux émotions des autres qui débordent? Donc je me suis documentée, je me suis formée et j'ai expérimenté des outils. Les stagiaires en expérimentent aussi et comme ça fonctionne, j'ai à cœur de vous les partager aujourd'hui. Merci beaucoup Anne, on a hâte d'en savoir plus. Alors, pour ma part, en tant que chef de projet, QVCT et psychologue du travail chez Previa, donc j'ai le plaisir, aujourd'hui d'animer, ce webinaire et donc nous sommes également accompagnés en régie de Caroline Cottineau, qui est responsable communication chez Previa et donc qui est en charge du bon déroulé de ce webinaire et également du support que vous voyez actuellement à l'écran. Alors vous connaissez le principe, hein, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et donc on tâchera d'y répondre sur les dernières minutes de cette émission et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions parce que vous êtes nombreux aujourd'hui, on pourra y répondre par mail après l'émission. Et donc sachez également que vous pouvez télécharger les slides de la présentation, à la fin du webinaire. Alors avant de commencer, quelques mots, sur Previa. Donc Previa, on intervient depuis près de 20 ans, en santé et en qualité de vie au travail, hein. On est avant tout connu pour avoir mis au plein un accompagnement pluridisciplinaire qui est très complet, pour les salariés en arrêt maladie longue durée, donc pour favoriser en fait leur reprise et leur maintien dans l'emploi. C'est un accompagnement qu'on a mis au point avec nos propres médecins, nos coordinateurs RH, nos professionnels paramédicaux, nos infirmières, nos coachs, et qui va permettre aux salariés de se remobiliser et de se préparer à la fois sur le plan professionnel, psychique et physique. Et donc, au-delà de l'accompagnement individuel, on intervient également en conseil auprès des entreprises, donc pour déployer des démarches d'intervention, des programmes, des formations, des solutions clés en main qui vont viser à réduire le nombre et la durée des absences, donc en agissant à la fois sur la santé et sur l'engagement des collaborateurs. Alors aujourd'hui, on a pour ambition de réfléchir ensemble à la place des émotions dans les entreprises et aussi de comprendre les enjeux de la régulation des émotions dans la gestion des conflits. On va vous proposer des outils, hein, très pratiques et concrets pour accompagner les émotions de vos collaborateurs et désamorcer les conflits, donc en créant ainsi un climat de travail plus serein. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien commencer par un petit quiz. Alors, j'aimerais vous demander quelle place donnez-vous aux émotions en entreprise? Vous allez retrouver le petit sondage à droite de votre écran, juste en dessous du chat. Alors, les émotions en entreprise, elles font partie intégrante de la vie en entreprise. Les émotions, oui, mais pas trop. Ou les émotions, on les laisse au vestiaire. Donc, je vais vous laisser quelques petites secondes pour répondre et donc, en attendant, vous dire quelques mots sur ce qu'est une émotion. Donc, l'émotion, c'est un messager qui va transmettre une information. Alors, l'émotion, elle se produit toujours à partir d'un déclencheur externe qui est détecté par nos cinq sens. Donc, les émotions, les situations ou les événements ne sont que les déclencheurs, hein, des émotions. Donc, c'est notre état interne qui va être à l'origine des émotions, donc en rapport direct avec la satisfaction de nos besoins. Et donc, la réaction à ces déclencheurs, elle va donc dépendre de chaque individu, hein. On va répondre vraiment chacun différemment. Donc, un même déclencheur ne va pas entraîner la même émotion en fonction de chacun, ni la même intensité. Et donc, les émotions, elles vont préparer les individus à réagir aux obstacles et aux opportunités. Et donc, les émotions, elles vont permettre aux individus de communiquer avec leur entourage afin que celui-ci s'adapte à nous, et puis inversement.
Et donc il y a une citation que j'aime beaucoup, que vous voyez apparaître à l'écran, qui est très parlante, je trouve. C'est: «Si notre corps était une voiture, les émotions correspondraient aux signaux qui apparaissent sur le tableau de bord, nous enjoignant de ralentir, de remplir le réservoir ou d'huiler le moteur». Donc on considère qu'il y a 6 émotions primaires, c'est la colère, la peur, le dégoût, la surprise, la joie et la tristesse. Et donc ces émotions, elles sont les mêmes pour toutes les cultures, même si on peut voir des différences interculturelles dans la façon de les ressentir ou de les exprimer. Et donc il existe une multitude d'émotions, hein, la gêne, la culpabilité, la honte, le mépris, qui sont construites à partir des émotions de base, hein, que je vous ai citées, et aussi des représentations. La représentation de soi, la représentation du monde, la représentation d'autrui, les normes culturelles. Donc avant de vous proposer une petite vidéo témoignage, je souhaiterais revenir sur les résultats du sondage que j'ai hâte de découvrir. Alors, le sondage, 65 pensent qu'elles font partie intégrante de la vie en entreprise, 32 les émotions, oui, mais pas trop, et 3 les émotions, on les laisse au vestiaire. D'accord, donc il y a quand même une majorité, hein, de personnes qui pensent qu'elles font partie intégrante de la vie en entreprise et d'autres, oui, mais pas trop, attention. Donc bah, écoutez, on va voir, ce que d'autres personnes en pensent puisque nous avons interrogé des personnes de notre entourage, donc sur la place des émotions et des conflits au travail. Et donc je vous laisse écouter leurs témoignages et ensuite on en discute ensemble. Alors toute la place, dans la mesure où chacun est guidé par ses émotions et où, ben, chaque collaborateur, en fait, va amener ses émotions dans son quotidien au travail. Faut quand même avoir conscience que, ben, elles nous guident quand même énormément. Elles vont quand même avoir une influence sur notre prise de décision, sur notre esprit de collaboration, d'innovation, sur notre performance. Donc c'est vraiment un enjeu majeur au sein de l'entreprise. Je trouve la question vraiment intéressante. Parce que je trouve, enfin, il est intéressant d'expliquer c'est quoi l'émotion, puisque c'est vraiment le langage du corps, en fait. C'est le fait de se mettre en mouvement et c'est une fraction de seconde. Et donc, les émotions dans l'entreprise, on a tendance à ne pas vouloir les laisser apparaître. Parce qu'à part la joie, donc les 4 émotions de base, hein, ça va être la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et donc, à part la joie, qui est une émotion plutôt positive, qu'on peut apprécier à la rigueur dans le cadre de l'entreprise, les autres, on a tendance à vouloir les cacher, à vouloir les taire. Et donc, alors qu'une émotion est là, en fait, elle ne choisit pas si elle est en milieu professionnel ou personnel. Donc, les émotions ont toute leur place dans l'entreprise, à mon sens, en fait. La notion, arrive ensuite la notion de gestion, en fait, de l'émotion. Quel dosage, quel, et quel comportement, en fait, suit cette émotion. Dès qu'il y a interaction entre les personnes, dès qu'on doit faire face à un événement, il y a les émotions, entrent en scène et donc si elles sont bien gérées, ça va pouvoir donner des choses très positives au niveau, de l'ambiance, de la performance, voilà, de la collaboration, entre les membres des équipes. Et puis si elles sont mal gérées, par contre, ça peut, bah, créer des tensions et voire même, voilà, générer des conflits. Donc l'important et je pense, se trouve, au niveau de la gestion des émotions, de les reconnaître et de bien pouvoir les gérer. Alors, tout l'enjeu pour moi, c'est de réussir à être neutre, alors neutre impartial, en fait, et à ne rien prendre personnellement, à essayer de me détacher le plus possible de la situation, donc à prendre beaucoup de recul. La prise de recul, elle est très importante aussi dans la façon de vivre avec ses émotions. Je vais beaucoup sur la notion de responsabilité. En fait, dans les échanges que je peux avoir avec les bénéficiaires sur qu'est-ce qui est de ma responsabilité, qu'est-ce qui ne l'est pas, à quel moment je peux faire des choix, à quel moment je peux me mettre en action et à quel moment, pourquoi cette émotion a été si forte en fait, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient toucher comme valeur, est-ce que, et là on est sur après la déclinaison des besoins, des valeurs, des limites. Sur lesquelles du coup on va aller travailler. Et là, c'est ma casquette coach qui prend un peu le relais sur ces notions-là.
Alors oui, c'est arrivé qu'il y ait des conflits à la fois dans les équipes, entre collaborateurs, parfois aussi entre collaborateurs managers, parfois aussi au niveau de la direction. Enfin, voilà, il peut y avoir des conflits en fait à tous les niveaux et sur plusieurs thématiques. Ça peut être des conflits d'ordre personnel, des conflits au niveau du travail, au niveau de l'organisation, voilà, au niveau des projets, des idées. Tout peut être matière à conflit. Je pense, enfin, l'idée pour moi, là, c'est plutôt de témoigner dans ce que j'observe dans les accompagnements en tant que coordinatrice RH Previa. C'est oui, évidemment, en fait, les conflits dans l'entreprise qui sont souvent enfin, qui prennent leur source dans des comportements, des interlocuteurs qui n'ont pas su communiquer convenablement, qui n'ont pas su aller chercher l'info, qui ont cédé en fait à l'émotion et quelquefois à la prise de décision sous le coup de l'émotion, ce qui est évidemment à éviter. Euh, la gestion de l'émotion, l'idée c'est de l'accueillir en fait. Voilà, l'émotion elle est là, on peut pas difficilement la contrôler, mais par contre de dire bon voilà, je réagis pas, je ne surréagis pas et je ne décide pas à ce moment-là. Or, lorsque c'est fait dans ce sens, ça peut générer effectivement des tensions et des tensions qui deviennent des conflits. En fait, si des situations qui au départ peuvent être minimes restent non écoutées, non observées ou non traitées, peuvent devenir effectivement des conflits. Moi, j'étais en plus au niveau du bloc où il y a une charge de travail importante, beaucoup de stress. Donc, effectivement, des conflits, j'ai dû en gérer. Alors, comment le manager, enfin à mon sens, hein, comment j'ai géré ça aussi moi à l'époque, déjà essayer d'avoir une position neutre en fait vis-à-vis des deux parties et essayer de maintenir un dialogue en tous les cas, essayer de comprendre et essayer de trouver aussi des solutions ou un compromis en tous les cas qui puisse faire sortir tout le monde un peu par le haut et que ce soit une solution gagnant-gagnant. Et à mon avis, effectivement, en tant que manager, faut être hyper vigilant sur l'ambiance, sur les émotions, ce que peuvent ressentir les collaborateurs pour pouvoir effectivement réagir assez rapidement. Surtout pas laisser, en fait, à mon sens, s'enquister des problèmes entre personnes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc Anne, moi, ce que je retiens de ces témoignages, c'est le rôle central des émotions et puis le Oui. consensus, hein, sur le fait qu'on ne les laisse pas au vestiaire. C'est compliqué, hein, d'arriver, le matin, on arrive forcément avec nos émotions. Il est également, hein, évoqué l'impact positif ou négatif que peuvent avoir les émotions donc sur le collectif. Et toi, Anne, qu'est-ce que ça t'évoque? Mais moi, effectivement, je ne sais pas comment on peut mettre les émotions au vestiaire. Si j'ai ma maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et que ça fait 3 fois de suite que les voisins m'appellent pour me dire qu'ils la trouvent dans la rue, qu'elle est un peu perdue et qu'elle habite à 800 kilomètres, je ne sais pas comment je fais abstraction de ça quand j'arrive au travail. De la même façon que si j'ai mis mon enfant à la crèche ce matin et qu'il était un peu fiévreux, que peut-être je me demande s'il est pas malade, ça va être compliqué pour moi de passer la journée avec, cette inquiétude ou si, je suis partie avec une chaudière en panne alors que, il fait 2 degrés dehors et que je sais pas quand le réparateur va venir. Voilà, chacun arrive avec son état d'esprit au travail, avec ses préoccupations, son humeur, ses émotions plus ou moins confortables et comme l'a dit Mylène dans la vidéo, ça va impacter la prise de décision peut-être, ça va impacter la performance, ça va impacter l'état d'esprit. Donc on les laissera pas complètement au placard, c'est pas possible, mais on va voir comment on peut faire avec. Alors justement, on a souhaité, hein, dans ce webinaire, donc aborder la place des émotions en entreprise et puis aussi, le rôle qu'elles peuvent avoir dans les conflits. Est-ce que tu peux nous en dire plus, tout d'abord sur les conflits? Hein, je crois qu'il en existe, différents types. Oui, on va retrouver, par exemple des conflits qui sont interpersonnels, c'est-à-dire, entre 2 ou entre plusieurs personnes. Je peux être aussi dans un conflit intrapersonnel, c'est avec moi-même, avec ma culpabilité, avec mon deuil. Ça peut ne pas être facile à l'intérieur de moi. Et puis, il y a des conflits intergroupes, ça peut être des conflits entre 2 équipes, par exemple.
Dans ces conflits, ils vont prendre leur source à différents niveaux. On peut avoir un conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, c'est des choses en lien avec le bien, le mal, le beau, l'affreux. On a des valeurs différentes, on ne voit pas le monde de la même façon. Par exemple, en EHPAD, j'avais eu une situation où une personne considérait qu'il fallait laisser dormir les personnes âgées tout leur comptant et ne pas les réveiller à heure fixe. Et sa valeur première, c'était le respect du rythme. C'était l'EHPAD, c'est comme à la maison. À l'inverse, une autre collègue considérait, elle, qu'il fallait la réveiller à heure fixe pour que les personnes puissent prendre les médicaments. Et là, la valeur, on était plutôt sur l'intégrité, sur la sécurité, sur le maintien en bonne santé. D'accord? Le conflit de valeurs, on ne fait pas changer l'autre d'avis, mais ce qui va être important, c'est de partager pour après voir comment on s'en accommode et comment on continue à bosser ensemble. Sur un conflit de besoins, on a 2 besoins différents. Par exemple, on est dans le même bureau, dans le même open space et moi j'ai toujours chaud et le collègue a toujours froid. Moi je voudrais ouvrir la fenêtre, lui il veut qu'elle soit fermée. Donc on a des besoins qui sont antinomiques et ben, c'est pas si simple. Le conflit d'intérêts, là on a des intérêts qui sont divergents. Par exemple, le mois d'août, moi, l'entreprise de mon conjoint ferme en août et du coup, je veux être en vacances en août, sinon je ne serai pas en vacances avec lui. Et puis, ma collègue, elle, elle a une garde alternée et ses enfants, elle les a en août. Et l'entreprise nous demande, de trouver un arrangement puisque, il faut qu'il y en ait une de nous 2 qui soit présente. Voilà, donc ça, ce serait plutôt le conflit d'intérêts. Le conflit de personnalité, c'est un conflit qui ne repose sur rien de tangible. C'est rien de concret. C'est quand on supporte pas quelqu'un parce que, par exemple, il se met trop en avant, parce que je le trouve trop introverti, parce que je le trouve nonchalant. Vous voyez, ça va reposer sur un trait de caractère, de personnalité qu'on n'apprécie pas. Donc là, c'est un conflit qui n'a rien de concret. Et puis le conflit de rôle, à l'inverse, là, on va considérer que, je sais pas, un manager, ça doit se comporter de telle ou telle façon, ça doit, assumer, telle et telle fonction ou, un chef d'équipe ou un RH ou un ingénieur et on projette sur l'autre, ce qu'on voudrait qu'il fasse. Alors que lui, considère que c'est plutôt dans notre périmètre et pas dans le sien. Les désaccords en entreprise, ils sont complètement inévitables. Les désaccords, c'est humain d'être en désaccord. Ce qui est embêtant, c'est quand ça va altérer la relation, et ça peut être le point de départ d'un conflit, notamment quand on se parle pas très bien. Quand les désaccords sont bien régulés, chacun peut exprimer son point de vue et peut être entendu et donc là, on va gagner en assertivité, on va avancer ensemble et on gagne aussi dans la capacité à faire des compromis. On voit bien Voilà, à travers, voilà, ces différentes définitions, hein, qu'on peut retrouver, comme tu le disais, du conflit, partout, hein, et bien sûr, dans la sphère professionnelle et puis c'est aussi d'ailleurs ce qui ressortait des témoignages, hein, de la vidéo qu'on a écoutée, tout à précédemment, fait. hein, voilà, les conflits, bon, on en a tous rencontrés, hein, dans notre sphère Mmh. privée, ou professionnelle et alors comment nos émotions, Anne, elles peuvent justement influencer, le conflit? Eh bien, ça dépend comment je vais interagir avec l'autre. Et là, ce que je vous propose, c'est, de se reconnecter. Peut-être que vous connaissez, pardon, les 4 attitudes vitales ou les positions de vie, d'Éric Berne. La première position de vie, c'est, quand, je ne m'accepte pas et que j'admire les autres. Je suis dans la soumission. Là, je vais me dévaloriser, je me sens pas à la hauteur, l'autre est plus fort que moi, il est mieux que moi, je suis prête à renoncer. Et en termes d'émotions, je vais être dans la peur, dans l'inquiétude, peut-être dans la honte, dans la culpabilité. Donc c'est compliqué, de fonctionner ensemble quand, au niveau des émotions, vous voyez, je suis dans ces émotions inconfortables-là. Le deuxième cadran que propose Éric Berne, c'est, la coopération. La coopération, je m'accepte et je reconnais, ma valeur et je reconnais aussi celle de l'autre. Donc là, en termes émotionnels, je vais être dans la joie, dans la sérénité, la confiance, je vais être dans l'enthousiasme. Chacun a le droit d'exprimer son point de vue. On est sur une relation qui est équilibrée. C'est la solution, gagnant-gagnant dont parlait Karine dans la vidéo. On recherche ensemble des solutions, en fait. Le troisième cadran de ce schéma-là, c'est la domination. C'est quand moi je m'accepte, mais que j'accepte pas les autres.
Donc là, je vais peut-être ressentir de la colère, de l'agressivité, je vais être dans le mépris, peut-être dans l'arrogance, la critique, l'indignation, la condescendance. On est dans l'univers de la domination. Je me survalorise, je dévalorise l'autre. J'ai raison, il a tort. Je suis la plus forte, je suis la meilleure. Et là, en communication non violente, on va dire que c'est quand le mode chacal est activé. Et dans cet univers-là, ainsi que dans l'univers de la soumission, on a potentiellement des risques de basculer dans du harcèlement, dans la posture harceleur-harcelé. Le dernier cadran, on est dans ce qu'on appelle le retrait, c'est quand je ne m'accepte pas et que je n'accepte pas non plus les autres. Donc je me dévalorise, je dévalorise l'autre et je dévalorise aussi la relation. J'ai l'impression que tout est perdu, que c'est inutile de continuer. Donc on est sur peut-être le désespoir, la passivité, le cynisme, l'inertie, la dérision. Vous voyez, quand on a l'impression de ne pas être compris, il est fort probable que les émotions, elles nous submergent. Et alors ça peut être une colère qui explose ou ça peut être un abattement qui m'éteint de l'intérieur. Ce qui est important, vous l'aurez compris, c'est qu'on soit dans l'univers de la coopération, c'est-à-dire que je m'accepte, j'accepte mes émotions et j'accepte aussi que l'autre ait des émotions qui sont plus ou moins confortables et on va essayer de trouver une relation équilibrée, on va essayer d'être dans le compromis, on va essayer d'être dans la coopération. Merci Anne, je trouve ce modèle, vraiment, très parlant. J'espère Oui. qu'il vous parle aussi à ceux qui nous écoutent. Alors sans plus attendre, je voulais vous proposer de visionner une seconde vidéo témoignage où nos participantes, là, vont nous parler du rôle du manager dans la régulation des émotions et la gestion des conflits. Le premier, pour moi, l'élément capital, c'est déjà de bien reconnaître qu'effectivement, là, actuellement, il y a un conflit entre une ou plusieurs personnes. Ensuite, c'est de les écouter, de leur permettre à chacun et chacune de poser leur point de vue, la façon dont ils vivent et dont ils ressentent la situation. Les encourager, du coup, aussi à se sentir, suffisamment à l'aise pour exprimer, ce qui les traverse. Et puis, comme je le disais, tout à l'heure, les amener effectivement à trouver eux-mêmes une solution pour sortir de ce conflit. On peut déjà avoir soi-même une idée de comment en sortir en tant que manager, mais c'est important que ça vienne des personnes, en fait, que ce soit elles qui s'emparent, en fait, d'une solution, à mettre en œuvre pour en sortir. Le le 1er des rôles me semble être l'écoute. En tout cas ne pas être dans l'évitement, puisque la politique de l'autruche ne va pas résoudre un problème et va plutôt même l'amplifier, puisque ce que je disais tout à l'heure, hein, ce qui était au départ peut-être un petite tension va devenir un conflit. Je pense que ce qui est important, c'est que le manager soit présent. Que le cadre soit clairement posé, que les règles soient claires pour tout le monde, parce que ça, c'est rassurant. Je pense qu'un manager doit être garant du cadre de travail et que ses collaborateurs, en fait, se sentent en sécurité, finalement, au travail. Alors, un mot que je retiens de tous ces témoignages, bien sûr, c'est l'écoute. Donc pour introduire le sujet, du rôle du manager, j'aimerais revenir donc sur justement quel est le rôle central du manager, donc qui se caractérise par une mission principale, hein, qui va le différencier des autres membres de l'organisation. Donc c'est celle de diriger et de coordonner un ensemble de personnes en vue de réaliser des objectifs de production et de performance. Alors ça ne veut pas dire que tout repose, sur leurs épaules, hein, toute solution ne peut pas venir des managers. De ce fait, il est également aussi important que vous, hein, manager, qui nous écoutez, vous puissiez faire preuve d'indulgence, hein, et de bienveillance, vis-à-vis de vous-même. Et donc ce qu'il faut, retenir, c'est que le rôle du manager, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse faire, son travail dans les meilleures conditions, lui compris. Donc partant de ce constat, Anne, je pense que le manager a quand même un rôle important à jouer, quand on parle de régulation des émotions. Oh oui, il a son rôle à jouer. Son rôle n'est pas forcément plus important que celui des autres participants, mais il a aussi son rôle à jouer. En gros, je pense que ça va être repérer et réguler. C'est peut-être les 2 premiers mots que j'ai envie de vous partager. Le manager, il peut repérer, notamment au niveau du non-verbal,
une attitude corporelle. Je pense que tout le monde, on a connu ça. Vous voyez un collègue arriver, il n'a pas commencé à parler, vous vous dites, oh, ça n'a pas l'air d'aller lui ce matin. Avec le non-verbal, déjà, on décode un certain nombre de choses. Donc, repérer que l'autre va pas bien, ou repérer que chez soi, c'est compliqué aussi là en ce moment, que mes émotions, je suis à fleur de peau. Et du coup, c'est ça qui va aussi m'aider à m'ajuster dans la relation si je peux les réguler. Donc, après, ça passe par aborder le sujet, hein. Les réguler, ça peut être, comme le disait Mylène, permettre à chacun d'être entendu, ou c'est aussi réguler mes propres émotions. Établir un climat de confiance, pour que mon collaborateur se sente en sécurité et qu'il ose dire ce qui ne lui convient pas. C'est important. Et puis se dire qu'on est aussi dans un principe de vigilance partagée. Le manager n'est pas responsable de tout. C'est important aussi qu'on soit dans un climat d'entraide, dans le respect mutuel et qu'on puisse aussi se soutenir les uns les autres. Et cette culture-là, cette bienveillance, ensemble, elle est importante. Trouver le juste milieu entre écoute et efficacité, c'est peut-être le dernier point que j'ai envie de vous partager. Le manager, il n'est pas psy, il n'est pas assistant social non plus, enfin majoritairement en tout cas. Et donc, c'est important de se protéger des gens qui nous pompent l'énergie, qui sont chronophages, qui prennent le temps, qui prennent l'énergie. Il faut passer du temps subi au temps choisi, hein. Je vous ramène peut-être au schéma que vous devez connaître de la matrice d'Eisenhower, hein. On va croiser important et urgent. Et bien là aussi, à un moment donné, il faut savoir recadrer son collaborateur quand on sent que il vient chercher autre chose que l'écoute qui va faire avancer au niveau professionnel. Et il faut recadrer au niveau du temps imparti. Et puis parfois, il faut passer la main quand on a un collaborateur qui a besoin d'un autre soutien que celui juste de son manager. Alors avant de lancer, une dernière vidéo, Anne, je crois que tu avais une petite question à poser, à nos participants. Oui, peut-être vous posez cette question. Et vous, comment vous savez qu'un collègue ne va pas bien? Comment vous arrivez à repérer ça, que ce soit en télétravail ou en physique? N'hésitez pas à nous répondre dans le chat. Ouais, n'hésitez pas à nous répondre et puis comme ça, en attendant, on diffuse, la dernière vidéo sur, justement les conseils et outils, de nos participantes et puis, après, à la fin de la vidéo, on regardera vos commentaires et on y répondra. J'inviterais à poser des questions simples, en fait. Mmh. Comment ce qu'on peut proposer d'ailleurs dans nos accompagnements en général, mais comment puis-je t'aider? Comment tu vas? À quel moment ça t'a qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que c'est venu impacter pour toi dans ce contexte-là? Vraiment d'être dans cette écoute et dans l'ouverture, en fait, dans la question. On peut observer quelquefois que côté managérial ou côté RH, il y a cette notion de peur de la responsabilité de l'entreprise qui vient freiner en fait la prise en compte, la prise en considération d'un événement. Alors, est-ce que ça va être d'ordre professionnel, pas professionnel? Et du coup, ça vient biaiser le réflexe humain que pourrait avoir le manager s'il s'était simplement ouvert à l'échange, en fait, dans la simplicité. Et c'est ce que j'aurais tendance à conseiller, en fait, c'est vraiment d'y aller simplement, en fait, avec ouverture. Alors, on parle bien sûr d'un manager qui est hors du conflit, hein, sinon on va s'attaquer au management supérieur. Mais vraiment d'être simple, en fait, dans l'approche, dans l'écoute, dans la bienveillance. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment puis-je t'aider? Et aide-moi à t'aider aussi, hein. C'est des suggestions qu'on fait aussi dans nos accompagnements. Aide-moi à t'aider, en fait. La première personne qui sait dont elle a besoin, c'est toi. Accepter qu'il puisse y avoir un conflit, pas se voiler la face, écouter, faire preuve de beaucoup d'empathie dans ces situations-là. Pas hésiter aussi soi-même en tant que manager à demander conseil à d'autres managers, parce que ça peut aussi faire du bien, nous, en tant que manager, d'exprimer comment on vit nous-mêmes une situation de conflit, même si elle ne nous concerne pas forcément directement. Donc je pense que s'exprimer et se sentir écouté, c'est capital. Et de mieux se connaître pour mieux comprendre notre fonctionnement individuel. On parlait tout à l'heure des besoins, des valeurs, des limites. Et puis aussi pour être acteur, à un moment donné, de se dire, bon, bah, aussi, ça dépend de moi, ça dépend pas que des autres.
Et donc, qu'est-ce que moi je mets en place pour être dans cette gestion émotive et dans cette gestion relationnelle aussi. Ça m'appartient également en partie, en fait, d'intervenir, de faire des choses, d'être en action. Il y a pas mal de choses. Je parlais de vigilance tout à l'heure, mais je pense que c'est important de pouvoir mesurer aussi par différents outils ou voilà, différentes actions, un petit peu ce que ressentent les gens, comme par exemple, je sais pas moi, une enquête de satisfaction. Essayer un petit peu de mesurer des indicateurs, avoir des indicateurs de bien-être au travail. Donc ça, pour moi, c'est important, parce que ça donne une bonne idée de ce que peuvent penser, ressentir les gens, parce que voilà, justement, s'il y a des non-dits, s'il y a des... C'est jamais bon pour le fonctionnement d'une équipe. Alors, effectivement, quand on est en travail à distance et qu'on échange beaucoup par les outils de messagerie instantanée, par exemple, ça peut être assez facilement source de conflit parce qu'on n'a pas forcément le ton, en fait, et l'intention qui transparaît par les échanges écrits. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant sur les périodes de télétravail, surtout quand c'est des grandes amplitudes de télétravail. Il me semble important, quand on est sur du télétravail systématique ou régulier, de créer des temps d'échange en équipe et des temps en one-to-one, vraiment en individuel, de s'appuyer aussi sur la vigilance partagée. C'est une notion aussi qu'on retrouve régulièrement. Euh, le manager peut pas être partout, mais par contre, si chacun fait attention à l'autre, parce qu'il y a des relations un peu plus privilégiées ou un peu plus proches, voilà, c'est la vie de l'entreprise aussi, d'être en vigilance partagée, de pouvoir mettre en place un cadre où chacun peut se sentir à l'aise de dire, voilà. Alors, j'espère que cette dernière vidéo vous a plu. Et puis, bah voilà, en attendant que la vidéo se diffuse, on a regardé un petit peu vos commentaires qui sont très riches, hein. Merci, merci à tous. Alors déjà, vous savez décoder, hein. La première chose à retenir, c'est que vous savez décoder, hein, quand quelqu'un va pas bien. Vous avez noté des choses, hein, autour des changements, hein, qui vont s'opérer chez la personne, une personne qui se renferme sur elle-même. Alors bien sûr, il faut que ces changements ils soient durables, et qu'il y ait cette notion de changement, hein. Une personne qui a toujours été taciturne, qui a plutôt l'habitude, d'être enfermée sur elle, mais où ça fait plutôt partie de sa personnalité et de son caractère, il n'y aura pas lieu de s'inquiéter. Mais par contre, une personne qui était plutôt joviale, qui allait vers les autres et qui d'un coup se renferme sur elle, bah là, en effet, si ça s'installe dans le temps, il va peut-être falloir s'inquiéter. Il y a eu des notions autour de la performance aussi, hein, de l'investissement, une personne qui s'investit moins. Le non-verbal, hein, la posture, la gestuelle, la voix, hein, les expressions sur le visage. L'absence aussi, hein, l'absentéisme, en effet, des personnes absentes, en retard, ça peut aussi, hein, en faire partie. Et on a trouvé un commentaire aussi très intéressant sur le fait que, pour se percevoir tous ces changements, il fallait aussi connaître les personnes, hein. Voilà, pour percevoir les changements, encore faut-il, passer du temps avec les personnes, les découvrir, pour savoir ce qui est de l'ordre habituel, hein, d'un comportement plutôt habituel, et ce qui fait plutôt partie du changement ou de quelque chose d'inhabituel auquel il faut prêter attention. Donc voilà, merci à tous pour ces commentaires qui sont vraiment très riches. Et puis, voilà, on voit bien aussi à travers, hein, les témoignages de la vidéo, que la communication, c'est quand même un sujet qui est central, hein, et vous le disiez, quand on parle de connaître, bien, il faut communiquer. Anne, est-ce que toi, tu as des outils à nous proposer pour que chacun puisse exprimer ses émotions de manière constructive? Oui, je vais vous partager quelques outils que j'utilise et qui fonctionnent. Il y en a que vous connaissez déjà. Le premier, c'est la météo. Faire un tour de météo. Et là, je vous invite à peut-être varier les supports. Donc, ça peut être le classique soleil, nuages, pluie, orage, comme c'est en moi aujourd'hui. Ça peut être à partir d'un photolangage. Vous pouvez aussi utiliser, aujourd'hui, j'arrive avec une fleur et une valise. La fleur, c'est quelque chose qui me met en joie, qui me motive. Et puis la valise, c'est quelque chose qui me pèse. Voilà, que chacun puisse partager ça, par exemple. Autre outil peut-être que vous connaissez, ça va être une échelle graduée. Et donc là, je propose à chacun d'évaluer son niveau d'énergie, par exemple. Ok, aujourd'hui, donc dans le rouge, je vais être vidée, lessivée, épuisée. Et puis, à contrario, le côté vert, je suis en pleine forme. Je peux, dans un deuxième temps, évaluer mon état émotionnel. C'est pas la même chose. Donc dans le rouge, je suis dans des émotions qui sont inconfortables, la colère, de l'inquiétude, de la frustration, de la tristesse.
Et puis dans le vert, je suis plutôt dans des émotions qui sont paisibles ou joyeuses ou sereines, par exemple. Cet exercice, moi, je le fais facilement en formation. Je demande aux personnes de se mettre debout et puis je trace une ligne imaginaire de 1 à 10 et je leur demande de se positionner. On fait un nuage de points avec nos corps et puis je leur demande, qu'est-ce qu'on observe? Et le premier enseignement qu'on va en tirer, c'est que peut-être il n'y a pas de corrélation entre mon humeur et mon énergie. Je peux être, très fatiguée, finalement, être dans une humeur qui est plutôt agréable, joyeuse, ou à contrario, je peux être en bonne forme et être dans des émotions qui me bousculent et qui me chamboulent. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent j'invite le groupe à prendre soin des personnes qui ont pu exprimer qu'il y avait des choses qui étaient compliquées pour elles. Donc je ne vais pas demander aux gens de partager pourquoi ils ont mis que c'était dur, mais par contre je dis: «Voilà, on a 2 personnes là dans le groupe qui nous ont dit que c'était pas facile pour elles aujourd'hui. Prenons soin les uns des autres». Voilà, c'est un outil, que je vous partage, que j'aime bien, la petite réglette. Autre outil, c'est la roue des émotions. Vous connaissez sans doute ça aussi. Vous savez qu'il existe dans la langue française 879 mots pour décrire comment on se sent. Alors on utilise toujours les mêmes, mais il y en a beaucoup plus. Il y a plein de roues des émotions qui existent, voilà, il y en a pour enfants, il y en a pour adultes. Ça permet de percevoir un peu l'intériorité, comment je me sens et c'est vraiment la porte d'entrée, de l'intelligence émotionnelle, celle qui va passer par le ressenti. Donc c'est, plus on arrive à repérer comment on se sent, comment c'est en nous, plus ça va être facile de s'ajuster aussi avec les autres. Dernier outil que je vous partage, que j'ai découvert, il y a quelques années, c'est l'ampli à émotions. C'est un outil qui a été créé par Karine Minidré, quelqu'un qui est sur Saint-Nazaire, qui, propose cet outil. Donc là, on choisit, plusieurs émotions qu'on va positionner, donc on peut en choisir jusqu'à 5. Et c'est l'idée que je peux être traversée par plusieurs émotions en même temps. Je peux ressentir à la fois de la joie d'être dans l'équipe aujourd'hui et puis en même temps, je peux avoir une inquiétude sur un dossier en particulier et je peux aussi être agacée sur un sujet. Et je vais coter, l'intensité de mes différentes émotions. Donc par exemple, la joie, elle est plutôt à 9. L'inquiétude sur un dossier, là, je vais la mettre à 6. L'agacement sur un sujet, il est à 4, 5, voilà. Et je partage ça avec les autres. Et cet ampli permet de développer notre capacité empathique en quelque sorte. Voilà, donc il y a plein d'outils. Là, je vous ai partagé, ces outils-là. Il y a aussi des outils de respiration, de visualisation qui sont possibles comme, la cohérence cardiaque, la respiration carrée, la bulle de protection, le schéma corporel, en formation, par exemple, on va apprendre à les utiliser pour pouvoir, se reconnecter à ça dès qu'il y a une émotion qui prend toute la place et qui déborde. Merci Anne. C'est vrai que c'est intéressant de voir quels outils on peut mettre en œuvre pour déjà identifier ces émotions, les accueillir et puis, les exprimer, hein, aussi, en collectif, aux collègues. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions? Tu voulais également nous partager le modèle de Brooke qui est très intéressant quand on Oui, parle d'émotions. et là, du coup, là, c'est un outil c'est pas un outil respiratoire, là, c'est un outil plutôt qui vient chercher le mental. Brooke Castillo, c'est une Américaine qui a proposé, cet outil. On décortique un petit peu ce qui se passe en nous. D'abord, il y a les faits et elle nous dit que les faits sont neutres. C'est pas les faits qui génèrent l'émotion, c'est plutôt le regard qu'on va porter sur les faits. Si je prends, par exemple, la guerre, on a un certain nombre de pays qui sont en guerre autour de nous. Il y a des personnes pour qui ça va générer de la colère quand ils pensent à ce qui se passe dans ces pays-là. Il y en a d'autres qui vont être très tristes. Il y en a qui vont peut-être avoir peur. Et puis, il y a peut-être des gens qui, ressentent pas grand-chose, qui se sentent pas concernés. Donc c'est bien pour bien vous montrer que sur un même fait, un pays en guerre, on ne ressent pas tous la même chose. Et donc finalement, l'émotion, elle va être liée aux pensées, à ce que je me raconte. Par exemple, j'ai un collègue qui arrive en retard et j'ai l'impression qu'il arrive toujours en retard, donc ça m'agace. Donc les faits, le collègue est en retard, à 5 minutes de retard. Le pensée, c'est, il le fait exprès, je lui ai déjà fait remarquer, en fait, il est en train de me tester, il me manque de respect. Du coup, au niveau émotionnel, je vais être, irritée, horripilée, exacerbée, pleine de ressentiment, furieuse. Ça va vraiment pas être sympa. Qu'est-ce qui se passe? Action, peut-être je vais lui parler de façon sèche.
je vais m'emporter. Peut-être que mes propos vont dépasser mes pensées. Et au résultat, sans doute mon collègue va se fermer, il m'en veut, je vais être dans la culpabilité, ou alors il va me répondre sur le même mode et on va partir sur un conflit. Vous voyez, on décortique les différentes étapes et on se dit, en fait, les émotions, ce qui nous traverse, elles sont liées à ce qu'on se raconte. Brooke Castillo nous dit, dans certains cas, quand on ne veut pas rester sur des émotions aussi inconfortables, parce qu'on sent qu'on peut partir en vrille dans un sens ou dans un autre, on peut aller chercher peut-être une pensée alternative. La pensée alternative, c'est une pensée un petit peu plus douce, c'est une autre façon de regarder la situation. Par exemple, là, pour ce collègue, je peux peut-être me dire, c'est son mode de fonctionnement, il sait peut-être pas faire autrement, ou il a peut-être une bonne raison pour arriver en retard. OK. Je vais peut-être, du coup, être agacée, contrariée, mal à l'aise, décontenancée, perplexe. Chacun mettra le mot qui convient. Pour autant, je vais être dans l'inconfort, mais sans doute un inconfort un tout petit peu moins fort, un état émotionnel plus confortable. Et au niveau de l'action, c'est là où peut-être je vais pouvoir dire à l'autre ce que je ressens, avec respect. C'est là où je vais utiliser les outils de la communication non violente pour lui dire que c'est pas OK pour moi. Et voilà, peut-être on va pouvoir communiquer. Ou alors, je vais rien dire, je vais faire le calme en moi et je vais rien dire en me disant: «OK, je laisse couler cette fois-ci et je m'apaise». Donc le résultat, c'est, soit je m'apaise, soit, on aborde enfin, ce qui nous convient pas mutuellement, ce qui est poil à gratter et qui vient, altérer les interactions. Dans le modèle de Brooke, en fait, Brooke, Castillo nous dit: «On ne peut pas, empêcher les autres de dire ce qu'ils disent, de penser ce qu'ils pensent, de faire ce qu'ils font. Mais je peux moi, être attentif à, en tout cas dans mes interactions, être dans une parole et des actes qui sont respectueux. Et du coup, je peux agir sur les pensées qui génèrent mon état émotionnel pour apaiser ce qui se passe en moi». Vous voyez, on a un vrai levier à notre disposition, c'est génial. On peut tous, à tout moment, apaiser nos émotions quand elles sont inconfortables, à condition d'en prendre conscience. C'est ça le modèle de Brooke. Je trouve que c'est un modèle, très intéressant parce qu'il permet aussi de Mmh. faire le lien justement avec le conflit, hein, et comment, voilà, des pensées peuvent amener, au conflit Oui. par les émotions qu'elles génèrent et quelles actions on peut mettre en place à travers les pensées alternatives, voilà, pour essayer de regarder la situation, différemment, porter un autre regard Mmh. sur la situation. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ces conseils vous inspireront et vous donneront, envie de les tester dans vos entreprises. Je crois que tu avais aussi, d'autres conseils pour essayer de désamorcer, le conflit, hein, travailler justement sur cette notion de conflit. Oui. Donc le 1er, je vous l'ai dit, c'est comment je fais pour, je vais reconnaître mes propres émotions et prendre soin de ce qui se passe en moi, donc les accueillir et les réguler. On a des outils possibles à notre disposition, dont le modèle de Brooke et plein d'autres. Je peux aussi reconnaître l'émotion chez l'autre, et lui dire: «J'ai l'impression que tu es contrarié, tu as l'air surpris, tu as l'air, agacé, tu m'as l'air furieux». Essayer de comprendre son point de vue. Est-ce que tu accepterais de me dire pourquoi tu es contrarié? Est-ce que tu accepterais de me dire ce qui est important pour toi? Je peux, du coup aussi, me former à la CNV, à la communication non violente, pour m'approprier ces nouveaux outils qui sont, je vous cache pas, moi je les trouve, géniaux. Ça peut être aussi pour reconnaître mes propres émotions, pour savoir les réguler et puis pour ajuster ma posture et comment j'interagis avec les autres. Je peux être attentif à ma posture corporelle et ça ressortait aussi dans le chat, hein, dans ce que vous disiez dans le non-verbal. Donc chez l'autre, on le revoit. Et moi, comment je suis dans la relation là en ce moment? Est-ce que j'ai les bras croisés? Est-ce que j'ai le visage fermé, la mâchoire serrée, les sourcils froncés, le stylo qui cliquette, parce que qui témoigne de mon impatience, de ma gêne ou d'un besoin d'action? Ou est-ce qu'au contraire, je peux proposer à l'autre une posture d'ouverture dans mon visage et dans mon attitude corporelle? Autre levier, c'est, s'approprier des outils, de respiration, de visualisation pour, s'apaiser intérieurement. Il y a plein de choses qui fonctionnent. Je pense par exemple, à la cohérence cardiaque, le, la respiration carrée, la bulle de protection, voilà. On peut vraiment s'approprier plein d'outils et puis enfin, je propose aussi de planifier des temps de régulation, des espaces d'échange avec vos collaborateurs. Il peut y avoir des temps planifiés, prédéfinis et puis aussi penser à avoir, des temps plus spontanés quand vous ressentez le besoin. Voilà, j'espère que ces différentes pistes peuvent vous guider dans la gestion des émotions et des conflits au travail.
Merci beaucoup Anne pour ces conseils qui sont très pratico-pratiques. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors avant de conclure et de passer aux questions, je souhaitais vous proposer un petit sondage pour savoir si notre présentation du jour vous a donné des idées. Alors oui, je vais devenir un vrai yogi au travail. Oui et non à tester au quotidien ou non, je me sens toujours aussi confus. Alors, le temps de vous laisser répondre. Que retenir de ce webinaire? Alors bien, tout d'abord, il est important de reconnaître que les émotions ont leur place au travail et qu'il faut savoir à la fois les accepter, accepter les siennes et celles des autres. On l'a dit, je le redis ici, on ne peut pas les mettre au placard lorsque l'on arrive au travail. Donc partant de ce postulat, mieux se connaître peut nous permettre de mieux appréhender nos émotions et ainsi mieux les réguler. Donc tout cela dans un but de réagir au conflit de manière constructive en mettant la communication au centre. Alors on le rappelle et cela n'est en aucun cas une volonté de mettre la pression, à ceux qui nous écoutent, Le manager, il joue un rôle central, mais pas que, dans l'accueil des émotions de son équipe et la gestion, des conflits. Et je crois enfin que nous étions tous d'accord pour dire que l'écoute et la communication sont les maîtres mots, quand on parle d'émotions et de conflits. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vous avez répondu au sondage. Je laisse encore 2-3 petites secondes, le temps que le sondage se génère. Alors, j'ai pas encore accès aux résultats, mais en attendant, je vais, profiter de votre présence aujourd'hui pour vous demander quelques minutes de votre temps pour compléter notre petite enquête en ligne. Alors, on a en effet à cœur, chez Prévia, de vous proposer des services au plus près de vos besoins et de vos attentes. Et on souhaitait donc recueillir vos besoins en matière de prévention de la santé mentale. Donc merci à toutes celles et ceux qui accepteront de bien vouloir compléter, cette enquête pour qu'on soit toujours, dans l'amélioration des services qu'on peut vous proposer. Alors, le sondage. Est-ce que ce webinaire vous a donné des idées? Vous êtes 31%, donc à peu près un tiers à répondre: «Oui, je vais devenir un vrai yogi au travail». Super, déjà un tiers, c'est positif. Un autre tiers, oui et non à tester au quotidien. Bien sûr, il faut tester avant d'approuver et 2%, je me sens toujours aussi confus. Bon, ça donne déjà à voir que la plupart ont, des pistes d'action, de réflexion et en tête de tester des choses. Donc voilà, j'en retiens quand même, un retour plutôt positif. Alors, j'ai vu qu'il y avait, quelques questions dans le chat et donc c'est Caroline, qui va nous les partager. Et donc bien sûr, voilà, il reste peu de temps pour répondre à vos questions. Donc si on n'a pas le temps de répondre à toutes, comme je vous l'ai dit, on vous enverra les réponses par mail à la suite de ce webinaire. Voilà, c'est parti. Alors, une première question. Anne, en cas de conflit déjà installé, comment retrouver une ambiance de travail sans tension? Et ben, il va falloir gérer le conflit. Il faut le gérer, ce conflit. Alors soit vous avez les ressources en interne, il y a des personnes qui sont en capacité d'entendre le point de vue de chacun et de réguler le conflit. Ça peut être le rôle du manager, mais pas seulement que de lui. Soit vous faites appel à des prestataires extérieurs et je crois que chez Prévia, Clémentine, il y a des médiateurs, il y a possibilité d'avoir, un soutien. Vous pouvez aussi, utiliser la formation, former vos collaborateurs à la communication bienveillante. Vous pouvez aussi, proposer, un travail de cohésion d'équipe, pour qu'on puisse aborder, les conflits, qu'on puisse aborder les sujets qui fâchent et puis que chacun prenne un peu sa part de responsabilité dans la relation, se réajuste et qu'on continue à travailler ensemble. Il y a plein de leviers possibles, en fait. Rapprochez-vous de Prévia, c'est un peu le conseil que j'ai à vous donner. Merci C'est la Anne. pub de Prévia. Ah, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai qu'on a quelques années de collaboration et voilà, on sait qu'il y a plein de choses en tout cas à mettre en œuvre pour désamorcer le conflit. En tout cas, une fois qu'on a conscience qu'il y a un conflit, c'est important, d'aborder les choses et de travailler dessus, et de pas, voilà, le laisser sous le tapis et laisser les choses, voilà, continuer de prendre de l'ampleur. Les outils, Anne, pour connaître les émotions sont intéressants. Cependant, une fois que nous avons connaissance de la météo du jour, comment gérons-nous l'émotion du salarié au fil de la journée? Voilà, j'imagine que c'est quand quelqu'un a déposé justement une météo plutôt un peu, maussade, brouillard, tempête, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que, là, c'est vraiment du cas par cas, mais, est-ce que mon salarié est toujours dans ce genre d'humeur-là? Ou est-ce que là, c'est un peu nouveau et c'est important en tant que manager que je prenne le temps
de comprendre ce qui se passe. Parce que votre responsabilité, ça va être de vérifier que ce qui est compliqué pour votre collaborateur, ça se joue au niveau professionnel. S'il y a des problématiques professionnelles qui font que ça atteint son estime de lui, que ça atteint sa joie de vivre, que ça atteint son dynamisme, son professionnalisme, il faut les réguler, il faut comprendre ce qui se passe et puis il faut agir. Là, c'est vraiment de votre responsabilité. Parfois, peut-être qu'on va être plutôt sur des problématiques personnelles et là, dans certains cas, peut-être on peut trouver des arrangements, voir est-ce qu'il a besoin d'un petit peu de temps pour gérer la problématique. Est-ce qu'on le dégage de certaines missions qui le mettent en difficulté? Mais ça ne peut être que du provisoire, hein, ça peut pas être sur du long terme. Donc ce qui est important, ça va être le dialogue pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Alors je sais pas comment le dire aussi, mais on dit que le collaborateur, quand il vient au travail, il doit pas repartir plus mal qu'il n'est arrivé. Alors c'est pas simple, je vous l'accorde, mais c'est un peu la responsabilité de l'entreprise ça, et notamment par rapport, vous voyez, aux gens qui vont faire des burn-out. Ce que le législateur peut rechercher, c'est, est-ce qu'il y a dans l'entreprise des choses qui ont aggravé son mal-être? Donc si je vois que j'ai un collaborateur qui arrive le matin et qui va pas très bien, en tant que manager, ça va être important d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de comprendre si, s'il y a des causes qui sont liées au travail et à l'entreprise. Et là, de mettre en place des actions correctives, en fait, pour qu'il vive au mieux sa journée de travail. Si par contre, on est sur des problématiques, personnelles, moi je vous invite à pas tirer trop de fil, à pas poser trop de questions parce que peut-être vous allez tomber sur des choses un peu difficiles à gérer, mais à renvoyer assez rapidement vers les professionnels, qui sont en capacité d'accompagner. Je pense, aux médecins du travail, aux psychologues du travail, à l'assistance sociale. Ça, c'est des professionnels qui pourront vous aider. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais je pense que surtout on laisse pas quand on voit que quelqu'un va vraiment pas bien dès le matin, prenez le temps de comprendre de quoi il s'agit parce que peut-être qu'en prenant, 10 minutes ou un quart d'heure, en se posant avec le salarié, vous allez soit lever des lièvres, qu'il vous appartient de gérer, soit apaisé, par, votre accompagnement et par votre écoute, vous allez l'apaiser et il pourra passer une bonne journée, soit mettre en place des actions correctives. Merci beaucoup, Anne. Alors, voilà, on n'a plus trop de temps pour répondre aux questions, mais je voulais juste, réagir aussi, hein. On a eu plusieurs commentaires sur le fait que, bah, c'était un webinaire très féminin aujourd'hui. Voilà, on a un commentaire aussi: «Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Les hommes ne vont-ils pas avoir plus de difficultés à parler de leurs émotions?» Hein, on a plusieurs réactions par rapport, à la différence homme-femme. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait, d'études sociologiques, sur le sujet. Alors nous, c'est vraiment, pas, pas vo une volonté d'exclure les hommes aujourd'hui, hein, si, nous ne sommes que des femmes, hein. C'est voilà, c'est que les choses se sont présentées comme ça et on a eu la participation de femmes, mais on aurait très bien pu faire participer des hommes aussi et ça aurait été intéressant d'ailleurs d'avoir, leur point de vue, je vous rejoins. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, en effet de la différence, hein, des différents styles émotionnels. On a tous un style émotionnel d'ailleurs. Donc c'est important aussi de connaître son style émotionnel et voilà, peut-être qu'il y a des différences en effet entre les hommes et les femmes, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu, le temps d'aborder cette question, dans notre, webinaire, mais ça peut être un sujet, intéressant aussi, à traiter. Hem, voilà, en On a tout une cas question merci sur, oui? excuse-moi, on a une question sur les acteurs de prévention. Ah oui? Bien sûr, c'est des personnes qui sont incontournables, indispensables. On en a peut-être pas assez parlé, mais oui, ils sont là aussi pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Parfois, vous avez aussi au niveau de votre mutuelle ou au niveau de votre prévoyance, des plateformes, d'écoute téléphonique. Quand vous avez un collaborateur qui va pas bien, ça peut être aussi très judicieux de l'orienter vers ces personnes-là. Complètement, complètement et puis je vois aussi qu'il y avait, voilà, des questions pour savoir comment se procurer la roue des émotions, qu'est-ce qu'on peut lire, de Eric Berne. Donc là, bah, voilà, on vous répondra par mail, bien sûr. Je regarde aussi si on a d'autres, petites questions. Il y en avait qui se recoupaient aussi, hein. Je pense que pour les lectures, d'Eric Berne, je pense que ce sera plus simple de répondre par mail, hein, Alors, Eric Berne, c'est un psychiatre américain. C'est lui qui est à l'origine de ce concept d'analyse transactionnelle.
De mémoire, il est décédé dans les années 70, né en 1920-70, je crois, le décès, voilà. Mais effectivement, il a fait des ouvrages sur l'analyse transactionnelle qui sont passionnants. Bon, bah, écoutez, on essaiera en tout cas de vous transmettre une liste. Et puis voilà, on se garde en tout cas l'idée d'aborder dans un prochain webinaire la thématique des émotions. euh, en fonction du genre. Voilà, en tout cas, merci à tous parce que voilà, vous avez été nombreux à participer et c'est vrai que c'est important, c'est vous aussi qui faites la qualité du webinaire par vos participations, par les échanges. Donc merci à tous, merci Anne, un grand merci pour ta participation. Merci aux participantes qui ont témoigné dans les vidéos. C'est jamais un exercice facile, mais elles l'ont fait vraiment brillamment. Donc merci Anaïk, merci Karine et merci Mylène. Et voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite pour un prochain webinaire. Merci aussi Caroline en régie qui est là pour nous accompagner et qui fait aussi la qualité de ce webinaire. Voilà, on vous retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. Le prochain, ce sera sur le cancer et le travail. À très vite. Au revoir. Au revoir.